Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. L'opposition et la société civile burkinabé ont finalisé une charte de transition. L'objectif de ce texte est d'encadrer et d'amorcer une transition civile. Le document prévoit notamment un président, un gouvernement de 25 ministres et une assemblée de transition de 90 députés. Le Togo devra choisir son président en 2015. Comment se prépare l'opposition togolaise pour cette élection présidentielle? Sous quelles conditions participera-t-elle? Élément de réponse dans ce journal. Au Congo, de nombreuses villes font peau neuve grâce à la municipalisation accélérée. Le pays poursuit en effet son processus de modernisation lancé il y a 10 ans par le biais de la construction de nouvelles infrastructures. Au Burkina Faso, opposition et société civile ont validé la charte de transition. Après plusieurs heures de discussion, ils ont adopté un projet commun pour amorcer une transition politique paisible. Les modalités de la transition, ses organes et l'éligibilité des membres participant aux organes de transition se dessinent peu à peu. Le document vient d'être remis à l'armée. Les précisions avec Aminata Diak. Au Burkina, l'opposition, les autorités coutumières et religieuses et la société civile ont adopté ce dimanche 9 novembre 2014 l'avant-projet de la charte organisant le futur régime civil de transition. Ce document ouvre la voie, selon les participants, à une restitution rapide du pouvoir par l'armée à une autorité civile. Il sera remis aux autorités militaires qui devront le soumettre à une plénière avec d'autres propositions issues d'autres composantes. Une avancée dans le processus de transition dont se félicitent les organisateurs. Je pense que c'est une avancée dans la mesure où c'est trois composantes qui l'ont adopté. Nous avons essayé dans cette charte de baliser le chemin de la transition et nous pensons que cela est une avancée notable dans le retour à la vie constitutionnelle normale. Un pas a été franchi par les divers protagonistes de la crise burkinabé. Toutefois, les tractations se poursuivent pour encourager les différents acteurs à aller au plus vite vers une transition apaisée. C'est dans ce cadre que le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, président en exercice de l'Union africaine, effectue ce lundi une visite dans le pays. La marge de manœuvre de l'Union africaine pour régler la crise burkinabé, je pense que cette marge de manœuvre n'est pas trop importante. En revanche, l'Union africaine peut jouer un rôle diplomatique important parce que, bénéficiant aussi d'une autorité internationale, l'Union africaine peut amener les différentes parties à se retrouver autour de la table et de trouver une solution qui soit unanimement partagée entre les parties en présence. Donc le rôle diplomatique de l'Union africaine est acquis, mais sur le plan matériel, je ne vois pas les différents leviers que l'Union africaine peut avoir pour, sur le terrain, agir efficacement. À Ouagadougou, la capitale, le président Mohamed Ould Abdelaziz devrait s'entretenir avec le lieutenant-colonel Zida. De nombreux entretiens avec tous les acteurs concernés, société civile, partis politiques, religieux et chefs traditionnels sont également prévus. Nous venons de le voir, c'est donc dans ce contexte que le président en exercice de l'Union africaine et président de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, est arrivé ce lundi à Ouagadougou, au Burkina Faso. L'Union africaine a réaffirmé son engagement à soutenir le Burkina Faso et affirme ne pas être venu pour sanctionner le pays. Outre des discussions avec l'armée, Mohamed Ould Abdelaziz devra également s'entretenir avec les différents acteurs de la crise, notamment la société civile, l'opposition politique, les communautés religieuses et traditionnelles, ainsi que l'ex-majorité. On l'écoute. D'abord les autorités du Burkina et le peuple du Burkina Faso pour cet accueil chaleureux qui ne me surprend pas de toute façon, me trouvant en terre africaine. L'Union africaine n'est pas venue pour sanctionner le Burkina, nous sommes venus pour participer à la solution. Et la solution viendra des Burkinabés. Donc l'Union africaine est là pour les accompagner. Ils ont déjà fait l'essentiel pour davantage de démocratie dans leur pays. Nous ne pouvons que les encourager, que les féliciter à continuer et à terminer le reste du travail dans la tranquillité, la sécurité et la paix sociale. Nous regrettons au niveau de l'Union africaine ce qui s'est passé, les morts, les pertes humaines, nous les regrettons. Nous prions pour eux. Et nous souhaitons aussi un prompt rétablissement pour les blessés.
Ils ne sont pas venus pour sanctionner, ils sont venus pour aider nos frères du Burkina qui doivent eux-mêmes trouver leur solution pour que la solution reste et sort du peuple burkinabé. L'Union africaine est là pour les soutenir. Le Togo se prépare pour l'élection présidentielle de 2015. Avant cette échéance, l'opposition togolaise et la société civile exigent des réformes constitutionnelles et institutionnelles. L'actuelle constitution permet au chef de l'État fort Gnassingbé de se représenter indéfiniment. Les explications avec Anan Faro. À quelques mois de l'élection présidentielle prévue début 2015, le Togo peut-il réviser sa constitution ? Conformément à la loi fondamentale de 1992, le mandat du chef de l'État est renouvelable indéfiniment. La signature de l'accord politique de 2006 n'a rien changé à la donne. Pouvoir et opposition se livrent à un bras de fer. L'opposition togolaise exige notamment des réformes constitutionnelles qui limitent le nombre de mandats présidentiels à 2 échéances. Si nous allons aux élections présidentielles en l'état actuel de notre constitution, qu'est-ce qui va se passer ? Nous allons faire le lit au président actuel. Ça va faire plusieurs décennies que nous appelons à des réformes constitutionnelles et institutionnelles au Togo. Nous nous rendons compte que le chef de l'État actuel ne s'est pas du tout donné la peine d'aller vers ces réformes. À la tête du pays depuis 2005, le président Faure Gnassingbé a été réélu une 2e fois en 2010. Le récent soulèvement populaire au Burkina Faso a replacé la candidature pour 2015 du président Gnassingbé dans le viseur de l'opposition togolaise. Dans nos pays africains, les populations aspirent à plus de liberté, à plus de démocratie. Les populations disent non à la manipulation des constitutions. Nous demandons que l'on mette en place rapidement toutes les réformes constitutionnelles nécessaires sans lesquelles il n'y aura pas d'élection présidentielle. 8 partis de l'opposition ont formé l'alliance dénommée Combat pour l'alternance politique en 2015. Cette union a décidé de présenter un candidat unique à la présidentielle. Les PME, petites et moyennes entreprises mises à l'honneur lors du African SME Champions Forum. La capitale sénégalaise Dakar accueille les 11 et 12 novembre la première édition du forum de dirigeants et financement des PME africaines. Les PME pèsent seulement 33% du PIB du continent contre 60% dans les économies développées. L'ambition de ce forum est donc d'inverser la donne et d'accompagner ce pilier économique et ce, malgré de nombreux défis, notamment de l'accès au financement trop limité. 300 dirigeants de PME, plus de 100 représentants d'institutions financières de renom travailleront sur ces questions d'accès. Je me trouve actuellement à l'hôtel King Fahd à Dakar au Sénégal où va se dérouler mardi et mercredi le forum des champions de la croissance africaine. Cet événement va réunir à peu près 300 patrons d'entreprises, de PME qui vont rencontrer une centaine de représentants d'institutions financières. Car oui, les PME sont à l'honneur, ces petites et moyennes entreprises qui contribuent de plus en plus au développement du continent africain. Et ce forum va donc permettre aux champions de demain de rencontrer donc les institutions financières et de faciliter ainsi un certain nombre de financements pour les projets à venir. Durant ces 2 journées, les dirigeants des PME africaines pourront bénéficier des meilleurs conseils prodigués par des experts. En Tunisie, Ennahda ne soutiendra aucun candidat à l'élection présidentielle. La Choura, autorité suprême du mouvement, a préféré laisser le choix à ses électeurs. Et nous verrons que derrière cette annonce se cache potentiellement une stratégie politique, comme nous l'explique Ibrahim Ndiaye. En Tunisie, Ennahda a choisi la neutralité à la présidentielle. Arrivé 2e aux législatives, avec 69 députés, le parti n'a pas de candidat au scrutin présidentiel. La formation politique a annoncé qu'elle n'apportait son soutien à aucun des candidats. À propos de la non-participation de Ennahda aux élections présidentielles, c'est qu'elle a peut-être fait une estimation. Cette estimation ne lui permet pas d'avoir ou de réaliser des succès aux élections présidentielles. C'est pour cela qu'elle a soutenu ou qu'elle a décidé de ne pas présenter un candidat
Et en fin de compte, le conseil de Choura de Nahda, il a décidé de laisser le choix libre pour ses candidats pour qu'ils soutiennent n'importe quel candidat à la présidence. Et je crois qu'une bonne majorité des voix des Nahdaouis vont s'orienter vers Marzouki, l'actuel président. La décision de ne pas soutenir fermement un candidat n'est pas anodine. Le but inavoué serait de permettre à Ennahda et Nida Tounes de s'entendre sur une plateforme en vue de la composition d'un futur gouvernement au lendemain de la présidentielle. Mais cette décision d'Ennahda de ne pas donner de consigne de vote est conforme aux souhaits des militants de base, la plupart hostiles à Nida Tounes. C'est une décision de la part de Nahda qui comporte tout d'abord, elle ne discrédite pas sa base parce que la base de Nahda, elle est hostile, dans la plupart des Nahdaouis sont hostiles au parti Nida Tounes. C'est pour cette raison que le mouvement n'a pas voulu trancher sur cette question. Il a laissé la décision libre pour sa base. Et pour le candidat qui aura plus de chance, je pense que actuellement, M. Sipsi, il a une avancée sur ses concurrents et bien que Marzouki va bénéficier des voix de Nahda, mais 27 candidats sont en lice pour briguer la magistrature suprême. Le scrutin est fixé au 23 novembre prochain. La République du Congo relève le défi des infrastructures. Les autorités ambitionnent de transformer les villes grâce à la modernisation accélérée, un concept créé en 2004 qui permet de dynamiser les infrastructures de la région qui accueille la fête nationale. Ibrahim Ndiaye. En République du Congo, le défi des infrastructures est-il en phase d'être gagné grâce à la municipalisation accélérée? Créé en 2004, le concept de la municipalisation accélérée permet de doter la région qui accueille la fête nationale de plusieurs infrastructures. Routes, aéroports, ports, bâtiments publics, stades, barrages électriques, adduction d'eau. Chaque année, la ville qui accueille les cérémonies bénéficie d'un investissement considérable en faveur des infrastructures. Pour ne prendre que cet exemple simple, vous ne pouvez pas faire un défilé civil et militaire sur une voie qui n'est pas goudronnée. Vous ne verrez même plus un seul soldat tellement la poussière monte. Vous voyez? Donc, il faut donc commencer à bitumer le grand boulevard qui devient une place noble, une place importante au niveau de cette communauté urbaine, au niveau de cette ville. Et puis, la fête, on ne peut pas la faire tout en étant déprimé. Donc, il faut apporter aux populations à cet endroit ce qui manque. Donc, recadrer la ville, aménager la ville, apporter l'eau, apporter l'électricité, apporter quelques activités pour lesquelles ils peuvent exercer le commerce, tels des grands marchés, des gares routières, apporter les hôpitaux, apporter les écoles, rénover ce qui a été déjà fait et qui bénéficie d'être rénové. Aujourd'hui, cette politique commence à porter ses fruits avec un impact sur la baisse du chômage qui a passé de 34,2% en 2011 à 6,9% en 2013. Il y a le facteur infrastructurel, notamment la construction des routes. Il y a les barrages, notamment le barrage d'Umboulou, il y a les ponts, il y a également le secteur minier qui a pris beaucoup d'ampleur. Il y a principalement la question de la municipalisation accélérée des départements qui a boosté effectivement les activités de plusieurs secteurs. La stratégie du Congo en matière de développement des infrastructures a été récompensée lors des 8e rencontres internationales des partenariats publics-privés organisées à Paris en France le 29 octobre 2014. Le pays a reçu le prix Club PPP Med-Afrique Édifice Capital. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.